Moi, j'ai toujours besoin d'être rassuré par un modèle qui existe, qui ressemble à notre entreprise. J'ai toujours appuyé sur des modèles qui existaient, une radio de Chicago pour RMC, CNN pour BFM, Bloomberg Radio pour BFM Radio, Discovery Channel pour RMC Découverte, The Economist pour l'Express. Ça me rassure d'avoir un modèle qui fonctionne et dont on s'inspire avec quelques années régulièrement. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Veil. Alain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'allais dire, on ne vous présente pas et en même temps, c'est important et de vous resituer. Personnalité incontournable des médias, passé par Énergie, le groupe Next, donc BFM, RMC et désormais président-directeur général de l'Express, dont on fête cette année les 70 ans, qui était la bonne occasion de vous recevoir, parler un peu de cet hebdomadaire. On aura l'occasion un peu de revenir sur l'histoire, etc. Mais moi, je profite quand même de vous avoir dans le studio de Mediarama pour parler un petit peu de votre parcours. Alors, on va pas faire tout l'épisode sur votre parcours et ceux qui sont curieux de le connaître, je les invite à écouter l'épisode que vous aviez fait l'année dernière avec Mathieu sur Génération Do It Yourself, qui est un super épisode en l'occurrence où vous revenez vraiment sur toute votre aventure. Donc là, je me contenterai entre guillemets d'esquisser les grandes lignes quand même pour appuyer le fait que quand je disais que vous êtes une personnalité incontournable des médias, c'est le cas. Vous avez vraiment un peu touché à tous les médias. Vous avez commencé à la radio, c'est ça, jeune. Radio libre, cocktail. Donc j'ai découvert ça sur l'épisode et sur Wikipédia. Puis vous êtes entré chez Énergie, vous avez pris la direction d'Énergie Group. Quelles leçons vous tirez de ces premières expériences radio libre, etc. C'est quand même un autre monde par rapport à aujourd'hui. Est-ce que il y a des enseignements que vous avez tirés de ces expériences qui vous servent encore aujourd'hui? D'abord, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est de savoir très tôt ce que je voulais faire. Donc à 14 ans, je voulais travailler dans la radio, à Europe 1. Ouais, qui était la grande radio. Quand j'ai fini mon MBA à HEC, il fallait faire une mission d'entreprise de 6 mois. J'ai eu la chance d'être pris à Europe 1. Donc, je suis resté pendant 6 mois. Je travaillais aux côtés du président d'Europe 1 de l'époque, qui voulait se diversifier dans la télévision. Et c'est finalement ce que j'ai fait à RMC quelques années plus tard, où on a assez innové dans la convergence radio-télévision. Donc, voilà. Donc, ça fait longtemps que je m'occupe de médias. Par passion, donc j'ai la chance d'avoir une vie professionnelle intense qui correspondait exactement à ce que je voulais, avec plusieurs aventures, celle d'Énergie qui a été incroyable, celle d'RMC en tant que entrepreneur, le retournement d'une entreprise que tout le monde pensait condamnée. Qui était en chute libre à l'époque, RMC. BFM Radio, qui était plus facile à redresser, mais qui était aussi une belle aventure, parce que quand j'allais dans les dîners à Paris, j'avais l'impression que tout le monde écoutait BFM Radio, parce que évidemment j'étais dans un microcosme qui correspondait à la cible de la radio. Et puis après, le rêve des rêves, c'est-à-dire avoir la possibilité de lancer sa chaîne d'information. Jamais j'aurais cru que ça aurait été possible dans ma vie d'avoir cette possibilité. Et donc BFM TV, ça a été une aventure à nouveau passionnante, très stimulante, très enrichissante. Tout ça, c'est votre plus grosse expérience BFM, enfin le succès. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il y a la concurrence, etc. Mais BFM, c'est un peu l'apothéose de votre parcours dans les médias. Je sais pas s'il faut parler d'apothéose, mais ça a été un rendez-vous important parce que BFM est aujourd'hui le média d'information le plus important en France, en nombre d'auditeurs, de téléspectateurs, d'audience en général. Et donc, c'est vrai, l'aventure sans doute la plus risquée, mais la plus passionnante aussi. Ouais, ça je veux bien croire. Et donc, il y a des leçons que vous tirez de ces premières expériences qui vous servent encore aujourd'hui, notamment à la radio? D'abord, la passion, c'est indispensable. Ouais. La passion raisonnée, elle permet la prise de risque.
Et la prise de risque, elle est indispensable. Comme j'ai toujours l'occasion de le dire maintenant dans ce genre d'exercice, une bonne idée, c'est une idée à laquelle personne ne croit. Donc quand j'ai envie de faire quelque chose et que tout le monde autour de moi me dit c'est dingue, ça peut pas marcher, je me dis bon, c'est déjà le préalable pour réussir, c'est que personne n'y croit. Ouais. Et puis après, quand je parle qu'une bonne idée, c'est une idée à laquelle personne ne croit, j'ajoute aussi que c'est la même chose quand c'est une mauvaise idée. Personne n'y croit non plus, donc faut faire le tri pour savoir si l'idée est bonne ou pas bonne, ce qui est pas toujours facile. Et alors vous avez la recette magique aujourd'hui pour savoir au final si elle est bonne ou pas? Il n'y a pas de recette magique, mais il y a de la passion. Ouais. Et puis arriver finalement à bien connaître un métier pour essayer d'anticiper les attentes des gens. Ceux qui ont réussi dans l'entreprise, que ce soit des exemples extraordinaires comme Microsoft, comme Elon Musk avec toutes ces entreprises, ou que ce soit le petit commerçant du coin, sont toujours des gens qui ont su anticiper la demande de leurs clients du marché. Oui. Xavier Niel, que je connais bien parce que j'ai été 15 ans administrateur de Free, donc j'ai vécu là aussi d'un peu plus loin une aventure incroyable. C'est dingue. Xavier, il n'avait pas de doute sur le fait que le 4e opérateur sera un grand succès quand tout le monde disait qu'il n'y avait pas la place pour 4 acteurs. Et je me rappelle encore d'un conseil où je lui dis, mais Xavier, combien on aura d'abonnés dans un an? Je pensais qu'il allait me dire 150 000. Il me dit 4 millions. Ce qui est quand même énorme. Hein. Ouais. Et c'est à peu près ce que l'entreprise a fait, sans doute un peu plus, un peu mieux encore. Ouais, c'était totalement verrouillé. Je me souviens effectivement, c'était assez. Et justement, en 2005, quand vous créez Next Radio, vous sentiez qu'il y avait une demande, ou est-ce que vous voyez des exemples à l'étranger? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Après, on parlera de l'Express promis, mais j'essaie un peu de voir. Moi, j'avais 2 envies, c'est de travailler dans les médias et d'être entrepreneur. Finalement, à côté de Jean-Paul Boutecroux, j'avais un peu l'impression d'être entrepreneur. Oui, vous étiez... j'avais une grande liberté d'action, on s'entendait bien, on était très complémentaires. Donc, je dirigeais l'entreprise à ses côtés. Toutes les fonctions d'entrepreneur sans sans être, sans contrôler l'actionnaire, mais j'avais des stock options à l'époque qui me permettaient de profiter quand même des bons résultats de l'entreprise. C'est d'ailleurs ces stock options que j'ai pu investir ensuite pour réussir, pour me lancer dans l'aventure RMC. Donc moi j'avais envie d'être dans les médias, d'être entrepreneur. Donc à Énergie j'avais un peu les deux. Je m'y sentais très bien. Et puis c'est normalement Énergie qui aurait dû racheter RMC. Oui. Jean-Paul Boutecroux, au dernier moment, alors qu'on avait signé la promesse d'achat, m'a dit non. Qu'est-ce qu'on va aller s'embêter avec l'information, les journalistes, on est plus tranquille avec la musique. Et il fallait trouver une solution parce que on était déjà engagés. Vous étiez dans le process. Et moi je lui ai dit, écoutez, je vais y aller. Moi j'y vais. En plus, j'avais beaucoup travaillé sur le projet, j'y croyais. Donc à un moment, comme il fallait trouver une solution, je lui ai dit, j'y vais. Est-ce que je peux y aller Et alors il m'a dit, vous sacrifiez pour la République. Je lui ai dit, appelez ça comme vous voulez, mais j'y vais. Alors la séparation était un peu tendue. En même temps, il était content de trouver une solution. En même temps, je crois qu'il était embêté de me voir partir. Et puis, moi, j'ai franchi le pas. J'avais 40 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je risque? Si j'échoue, tout le monde me dira, c'était sûr. Puis, j'étais pas inquiet pour rebondir le cas échéant. Et puis, ça a marché. Donc, ça a été le début de l'aventure entrepreneuriale qui m'a permis de connaître 15 années incroyables. Ouais. J'avance un petit peu dans le temps. On l'a dit, BFM s'est vraiment imposé dans le paysage comme un canal d'information incontournable. Pareil, BFM, quel bilan vous pourriez tirer de cette aventure? D'avoir fait bouger les lignes dans l'univers de la télévision, c'était pas notre objectif. Mais par contre, moi, je croyais qu'on pouvait faire une chaîne d'information différente de celle qui existait. En fait, celle qui existait était née pour de mauvaises raisons. TF1 avait pas vraiment envie de casser la baraque avec LCI. Simplement, ils se disaient, tiens, on a un monopole, on peut encore le renforcer dans l'information en profitant du câble et en lançant une chaîne d'information. On préempte un peu. Donc l'équilibre financier n'était pas la vocation majeure. Après, Canal, pour des raisons d'ego, a lancé aussi sa propre chaîne d'information parce que Patrick Lelay voulait pas donner LCI à CanalSat. Donc du coup, Pierre Lescure a dit, puisque c'est comme ça, je lance ma chaîne d'information. Mais après, je crois pas qu'ils avaient une vision par rapport à ce qu'il fallait faire dans la chaîne d'information. Donc, iTélé à l'époque, parce que la chaîne s'appelait comme ça, c'était LCI avec la culture de Canal+. Mais c'était le même format, c'est-à-dire des gens qui parlaient autour d'une table toute la journée.
du studio. LCI, il fallait surtout pas qu'LCI prenne des téléspectateurs à Du TF1 JT, à 20h. bien sûr. Donc, c'était 2 chaînes assez particulières. Et moi, je regardais beaucoup les chaînes anglo-saxonnes. Et je voyais que c'était très différent et qu'elles étaient beaucoup plus axées sur le direct. Elles permettaient aux gens de voir ce qui se passait dans le monde en direct. Et c'est comme ça que on a décidé de faire BFM TV. Lorsqu'on a compris qu'LCI n'irait pas vers la TNT gratuite, on a dit il y a une place à prendre. Et je me rappelle le jour du lancement de BFM, j'ai dit à l'équipe, je crois qu'on peut devenir numéro 1. Parce que LCI avait loupé le train de la TNT, donc avait un problème de distribution. Exactement. Et iTélé, ils avaient pas faim, Canal, ils nous regardaient pas, donc ils nous prenaient pas au sérieux. C'est ce qui est le plus dangereux pour un leader, parce que sur la TNT au début c'était iTélé qui était leader puisque de facto, LCI n'était pas là. Mm. Et nous, c'est devenu le projet le plus important pour nous. On y a cru, on a innové et on a pris des risques. Au bout d'1 an, la chaîne gagnait évidemment pas d'argent, on perdait 10 millions, ce qui était prévu. Mais je me suis dit, si on n'investit pas, on va être la chaîne d'information des chaînes d'information. C'est-à-dire, on va être une chaîne complémentaire des 2 autres. Ouais, parce que terrible nous, comme place. toutes les 15 minutes, on a une boucle. C'est très pratique quand les autres bavardent, mais on n'a pas assez de moyens. Et au bout d'1 an, j'ai décidé de recruter 80 personnes de plus. Parce que un entrepreneur, ça doit être un bon gestionnaire, mais il faut investir dans ce qui fait le succès de son entreprise, c'est-à-dire le produit, quel que soit le secteur. Ça, on l'a toujours assez bien compris. Donc, on a pris des risques tout en étant en rupture dans le modèle de gestion par rapport aux autres. On avait quand même des coûts qui étaient inférieurs à ceux des autres, notamment parce qu'on avait beaucoup innové dans la technologie. On n'avait pas les mêmes plateaux que les autres, pas les mêmes caméras, pas le même décor. Sans être dans du low cost, c'était plus efficace. Exactement. On profitait au maximum de l'évolution de la technologie. Oui, pas de côté. Et donc, parce qu'on a su investir, eh bien, on est rapidement devenu la première chaîne d'info du pays. Est-ce que c'est pas parce que des grosses différences quand même, c'est que vous êtes entrepreneur, vos concurrents en face étaient des salariés avec des gros actionnaires, etc. Est-ce que ça change pas fondamentalement la donne et je pense à Xavier Niel, c'est un peu le même parallèle. Quand c'est sa boîte, etc. On a peut-être une vision un petit peu différente. On peut prendre des risques différemment quand les autres doivent faire reporter des bénéfices ou peut-être prendre moins de risques, etc. Est-ce que ça change un peu la donne? Il faut que dans une entreprise, il y ait une vision forte. Ouais. Donc, dans le groupe Bouygues, je suis pas sûr que dans la télévision, ils aient jamais eu une vision long terme avec des convictions de transformation. C'était pas leur rôle. Ils étaient là parce qu'à un moment, TF1 devait être privatisé. Ils étaient un grand groupe. Ils sont professionnels. Ils ont fait un bon dossier de candidature. Pour eux, contrôler TF1, c'était un objectif en soi, plus que de créer un groupe audiovisuel. Oui. D'ailleurs, ils sont jamais vraiment aller à l'étranger, il y a eu l'expérience Eurosport, puis ils en sont ressortis. Ils auraient pu construire un groupe européen de télévision, ils ne l'ont pas fait. C'est leur stratégie, c'est pas du tout une critique. Quant à Canal, c'est des gens de cinéma, d'entertainment. L'information, c'était pas vraiment leur créneau. Nous, BFM, c'était le dossier prioritaire pour le groupe, et donc on a sans doute été meilleurs, plus impliqués, plus volontaires, plus agiles que nos concurrents. Et ça a payé. En préparant cet épisode, j'ai lu un super article du Monde qui date d'il y a 2 ans, qui qualifiait votre éthique entrepreneuriale de, entre guillemets, construction raisonnable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description? Est-ce que c'est un peu votre secret sauce pour entreprendre dans les médias? Je sais pas trop ce que ça veut dire, construction raisonnable. C'était le côté un peu, alors on peut prendre des risques, mais on balaye pas tout du revers, on s'inscrit un peu dans le temps. Oui, si la construction raisonnable, c'est la passion associée à la raison, oui. Ouais. Parce que il y a parfois des entrepreneurs qui ont des projets de passionnés, mais qui ne sont pas assez réfléchis, qui répondent parfois plus à des envies personnelles que aux attentes du marché. Donc il faut prendre des risques, mais l'entreprise, c'est pas le casino. On fait pas tapis dans l'entrepreneuriat. Il faut que ça soit réfléchi, construit. C'est assez facile. L'entreprise, quand on a des idées, quand on arrive à bien anticiper les demandes du marché, et quand on est raisonnable. Donc il faut être prudent, mais en même temps prendre des risques que parfois un grand groupe ne sait plus prendre dans des projets nouveaux. Ouais, ça c'est. C'est pour ça, et c'est d'ailleurs très rafraîchissant, que toutes les idées disruptives, c'est toujours des nouveaux entrants qui les prennent, et jamais des grands groupes. C'est Bill Gates qui a inventé Microsoft, alors qu'IBM aurait pu le faire.
c'est les fondateurs de Google qui ont inventé Google alors que Microsoft aurait pu le faire. Ouais. C'est Zuckerberg qui a inventé Facebook alors que ses aînés auraient pu le faire. Voilà, c'est toujours comme ça, et tant mieux. Exactement, mais après c'est un peu logique aussi quand on est dans un grand groupe. Bon bah voilà, on a prendre des risques, c'est aussi d'échouer et donc de se faire virer ou etc. Des fois c'est plus simple de laisser les choses faire. Il y a des grands groupes qui savent innover, oui, qui savent créer des startups en interne. Je pense toujours à Nestlé avec Nespresso. Personne ne croyait aux capsules, y compris chez eux. Ils ont mis l'équipe de côté, elle a travaillé seule dans son coin, et ça a été le projet majeur de l'entreprise ces 20 dernières années. J'aime bien aussi un autre exemple, c'est Netflix. C'est un exemple rare où l'entreprise s'est réinventée plutôt qu'elle soit disruptée par un nouvel entrant. Elle a su remettre en cause son modèle, puisqu'au départ, Netflix envoyait les CD. C'était la location de DVD, effectivement. Et puis, ils ont su innover là aussi grâce à la technologie et aller vers le streaming. Exactement, c'est un bel exemple de transformation. À travers ces différentes expériences là qu'on a pu voir, Next Radio ou l'Express aujourd'hui, quelle relation vous entretenez avec les journalistes? Et après, on va parler de l'Express. C'est toujours, on le voit dans des rachats, il y a souvent des conflits, c'est pas évident de travailler avec des journalistes. Quelle relation vous entretenez, vous, globalement, avec les journalistes? Moi, j'essaie d'entretenir de bonnes relations parce qu'ils sont au cœur de tous les projets dans lesquels j'ai pu investir. Donc, il faut croire dans ces équipes, dans les équipes qui font le succès de l'entreprise. Dans l'information, évidemment, tout repose sur le talent des collaborateurs, ouais. Pas dans la technologie ou secondairement dans la technologie. Donc, évidemment, c'est très important de s'entendre avec son équipe. Et chez nous ou chez moi, quelles aient été les entreprises, elles sont essentiellement composées de journalistes. Donc, moi, je suis un entrepreneur dans les médias. Donc, travailler avec des journalistes, c'est mon quotidien. Mais en même temps, les journalistes, c'est aussi des collaborateurs comme les autres. Ils sont pas sur un piédestal, ils sont pas traités différemment. Si j'étais dans une entreprise tech, ça serait peut-être des développeurs. Si j'étais dans un autre domaine, dans la médecine, ça serait des médecins. Si j'avais m'occupé d'une clinique, ouais. Voilà, la communauté des médecins serait très importante. Bah, chez nous, la communauté des journalistes, elle est évidemment essentielle. Moi, en plus, j'ai la prétention de m'occuper du contenu. C'est souvent un sujet tabou. Exactement. Mais moi, je suis pas un investisseur qui investit dans les médias pour avoir de l'influence. Je suis un investisseur qui investit dans les médias parce que je crois à l'information en tant que support à un projet entrepreneurial. Donc, j'ai une vision. Et comme je le dis souvent, je suis le premier garant dans l'entreprise de l'indépendance des journalistes. Parce que leur indépendance est indissociable du succès du média, que ce soit une chaîne de télé, de radio ou un news magazine aujourd'hui. Donc souvent, quand j'arrive dans les entreprises qu'on se connaît pas très bien, quand je suis arrivé à l'Express, ils voulaient absolument me faire signer une charte éditoriale. Bah, moi, je leur ai dit, il y a pas de souci. Mais dans les premiers projets qu'on me présentait, qui étaient les projets historiques qu'avait signé Altis en son temps, je parle de l'Express, il y avait l'idée que l'actionnaire ne mettait pas son nez dans le journal, dans la ligne éditoriale, etc. Bah, j'ai dit non, c'est pas possible. Je leur ai dit, vous avez bien vu que c'est moi qui vous ai présenté le projet, de dire qu'on va faire le The Economist à la française. Donc ce projet, je l'avais en tête. Je voulais qu'il soit développé. Autant dire que le contenu en fait partie totalement. Mais bien sûr, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Donc je pense que c'est même utile que l'actionnaire ait la vision. C'est parfois ce qui manque à d'autres grands médias. Quand les actionnaires sont des groupes industriels ou des financiers, le manque de vision, d'implication de l'actionnaire dans son sur métier, la ligne, le positionnement, fait qu'on n'investit pas assez, fait que on se développe pas suffisamment. Donc, je pense que c'est plutôt utile que l'actionnaire s'investisse dans l'entreprise. Oui. Alors c'est d'autant plus facile quand on est entrepreneur et que c'est votre gagne-pain au quotidien versus un actionnaire milliardaire, millionnaire par ailleurs qui fait ça pour de l'influence ou pas. Enfin après c'est toutes les questions d'indépendance. Vous en l'occurrence l'Express c'est votre activité principale. C'est mon métier. C'est votre métier. C'est mon métier diriger des entreprises d'information. Donc depuis 2005, depuis la reprise d'RMC. Donc travailler avec les journalistes pour revenir à la question, c'est facile. C'est mon quotidien. 2019, vous lancez dans l'aventure l'Express. C'était quoi le contexte et la question aussi derrière, c'est pourquoi
lancer sur un hebdo papier après la radio et la télévision. Alors est-ce que c'est parce que vous n'y avez pas touché spontanément? Pour moi, alors là c'est pas candide, mais un hebdo papier c'est compliqué, c'est la baisse du print. On en parlait déjà évidemment en 2019. On n'avait pas forcément encore bien craqué le code des abonnements, même si rien n'est gagné. C'est quoi un peu le contexte en 2019 et qu'est-ce que vous imaginiez? En 2019, je suis chez Altis, ouais. puisque j'ai cédé Next Radio TV au groupe Altis en 2016. En 2019, je suis chez Altis, je suis président d'SFR, et avec Patrick Drahi, on a une réflexion sur l'avenir des journaux dans l'entreprise. Moi, je lui dis, moi-même, je lui dis, écoute, je pense pas qu'on soit le bon actionnaire pour s'occuper de l'IB et de l'Express, parce qu'il y a toujours mieux à faire chez SFR. C'était un projet tellement important. Que de passer une heure comme ça dans une réunion. Et justement, en tant qu'actionnaire, on n'avait pas l'implication et la vision. Donc je lui dis, on ferait mieux de s'en séparer. Et puis c'est finalement ce qu'on a décidé de faire. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne reprends pas toi l'Express? Moi, je reprends l'IB. Donc, lui, de son côté, il a créé une fondation. La fondation, j'avais eu Denis Oliven qui nous a expliqué un peu tout ça. L'IB s'est rapproché de Daniel Kretinsky. Et j'ai repris l'Express. Alors, c'était pas facile à expliquer aux collaborateurs que de leur dire qu'en tant qu'actionnaire direct de l'Express, je serais un meilleur patron que en tant que président d'SFR et donc dirigeant indirect de l'Express. Mais moi, je savais que je quitterais le groupe Altis dans les années qui oui, ça faisait un peu partie du deal. Et donc, j'avais aussi anticipé un peu mon retrait du groupe Altis, donc mon départ de BFM TV. Donc, je réfléchissais à ce que je pourrais faire. Et finalement, je me suis dit, assurer la pérennité d'une marque comme l'Express, c'est quand même un beau projet. C'est vrai qu'en tant qu'investisseur, c'est peut-être pas le premier choix que j'aurais fait au départ. Mais je me suis dit, à ce moment de ma carrière, jouer ce rôle finalement de contributeur à la transformation de l'Express, assurer la pérennité du journal, c'est un beau projet, même si j'avais pas une visibilité totale sur le retournement économique de l'entreprise. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui m'a envoyé un message. Alors je sais plus qui c'était, si un jour il m'entend, parce que souvent je dis ça, et il me dira, c'était moi qui avais l'idée. Mais il m'a envoyé un SMS, il m'a dit, c'est quand même plus élégant de racheter l'Express que de racheter un club de foot. Et c'était pas faux, dans le sens où le club de foot, c'est souvent une danseuse. Oui. L'Express, il y avait un côté danseuse parce que c'est vrai que je savais pas trop où j'allais, mais en même temps, j'avais la conviction qu'on pouvait réussir et la volonté de traiter l'Express comme une entreprise comme les autres, en disant, il faut qu'on redéveloppe un nouveau plan stratégique, il faut qu'on la transforme, il faut qu'on se développe, et c'est bien sur la voie sur laquelle on est aujourd'hui, et on n'est pas loin de confirmer le succès du retournement de l'entreprise. D'accord. Là, on va parler de l'Express. Mais donc, là, c'est vraiment, moi, l'entrepreneur qui parle. C'est pas qu'un rationnel économique. Parce que vous aviez devant vous, j'imagine, une myriade d'opportunités, business, rentable, etc. Donc là, c'est vraiment pas que en se disant, financièrement, j'ai un coup à faire, etc. Il y a quand même la marque, l'envie, pérenniser l'Express et de réussir sur ce projet-là. Le plus confortable, c'est de confier ses économies à des gestionnaires. Voilà. Mais c'est très ennuyeux. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a compris les clés? Ce que j'explique souvent à un de mes amis qui a une société de gestion patrimoniale, il comprend pas pourquoi j'ai l'Express, pourquoi j'ai investi dans l'hôtellerie par ailleurs d'une façon importante. Ouais. Et je lui dis non, la vie c'est fait pour vivre des moments passionnants, risqués, l'adrénaline c'est important. Donc l'Express, il y avait un peu de tout ça. Puis après, moi, je crois quand même que, voilà, je crois à la rationalité, je crois au travail. Je l'ai fait à un moment où on commençait à voir des journaux qui réussissaient leur transformation. Bon, le New York Times, c'est un beau succès. Et dans les hebdomadaires, j'avais vu que The Economist traversait la période actuelle relativement bien, très favorablement. Donc, je me suis dit, c'est possible. Moi, j'ai toujours besoin d'être rassuré par un modèle qui existe, qui ressemble à notre entreprise. J'ai toujours appuyé, que ce soit pour RMC, pour BFM Radio, pour RMC Découverte. J'ai toujours appuyé sur des modèles qui existaient. Une radio de Chicago pour RMC, CNN pour BFM, Bloomberg Radio pour BFM Radio, Discovery Channel pour RMC Découverte, The Economist pour l'Express.
ça me rassure d'avoir un modèle qui fonctionne et dont on s'inspire avec quelques années régulièrement. Souvent, je dis aux collaborateurs, mais qu'est-ce que fait The Economist quand on se pose un problème et qu'on n'arrive pas à trouver rapidement la solution? Et si on regarde comment ils ont traité le problème qu'on se pose, souvent avec 5 ans d'avance sur nous, ça nous évite de perdre du temps. Ouais, c'est clair. Après, c'est le bassin, c'est en anglais, c'est un bassin énorme. En France, c'est donc évidemment beaucoup plus petit. Est-ce qu'on peut répliquer quand même le succès? Alors, vous parlez des économies, c'est vraiment celui que vous mettez toujours en avant, mais il y en a d'autres. Il y a le Time, The Spectator, qui sont des vrais succès anglo-saxons. Est-ce qu'il y a encore une place pour les news mag aujourd'hui en France? Il y a de la place pour des marques d'information payantes. La notion de quotidien, de newsmag, de mensuel, de pure va player, disparaître petit à petit. Nous, on est un journal qui est spécialisé dans l'analyse, donc on sort des papiers assez approfondis, on n'est pas dans le hot news. Donc il y a 2 façons de nous consommer en tant qu'abonnés. Soit on est un passionné d'information et on est abonné à plusieurs marques. Oui. Bon, et comme nous, on fait un journal très haut de gamme, on s'adresse à un public qui consomme beaucoup d'informations, qui a un pouvoir d'achat qui lui permet aussi d'être abonné à plusieurs marques, ou on peut être une marque complémentaire des médias gratuits. Quand on regarde BFM, on sait déjà quand même beaucoup de choses. Quand on regarde LCI, on comprend quand même assez bien la situation en Ukraine. Et donc, nous, on peut être la marque payante de complément, qui ne produit pas autant de papier que les quotidiens, mais qui est assez exigeante dans l'analyse. Souvent, je dis, c'est toujours un peu prétentieux, qu'on veut être le plus intelligent des magazines, faire appel aux gens les plus brillants, et donc le journal est assez austère. Mais pour que les gens acceptent de payer, il faut qu'ils soient convaincus que c'est un journal où on apprend beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, on n'a pas de lifestyle dans le journal. Parce que les lecteurs, ils ont bien compris que le lifestyle, c'était fait pour les annonceurs. Et donc, souvent, la moitié du journal, ils le lisent pas ou ils le feuillettent. Oui. Et donc, ils n'ont pas envie de s'abonner, de payer cher pour avoir un journal. Qu'ils vont pas consommer au final. Exactement. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, l'Express est l'hebdomadaire en kiosque le plus cher de sa catégorie. 6 €. On est passé de 4,90 à 6,90. 6,90. Et on est le journal dont la tendance est la meilleure en kiosque. Puisque nous, on est légèrement en progression depuis le début de l'année et nos collègues sont en baisse ou en forte baisse. Et pourtant, on est devenus les plus chers. Donc, la recherche de valeur, l'augmentation du prix, c'est pas un frein et c'est notamment une des voies que nous avons pour redresser la situation de l'entreprise. Et après 4 ans, donc ça fait 4 ans, et donc ce que je salue aussi là quelque part, c'est un peu le temps long, hein, et on le sait, on peut pas transformer tout en 1 ou 2 ans. Là, vous donniez quelques signaux faibles que c'est positif. Vous en êtes où? Vous êtes rentable? Vous comptez être rentable? Alors comptez être rentable, moi je raisonne en termes de semestre. Ouais. On a déjà eu un semestre rentable, c'était en 2020, donc l'année du Covid. Finalement, le Covid nous a sauvés. Ouais, parce que moi j'ai pris vraiment la direction opérationnelle du journal le premier jour du confinement. C'était très particulier aussi. Parce que il y avait un garçon chez nous qui dirigeait l'Express et Libération et qui m'a annoncé donc chez Altis. Le journal m'appartenait déjà, mais comme j'étais encore chez Altis, j'avais pas changé l'organisation. Et il m'a annoncé le samedi précédent le confinement qu'il allait quitter l'entreprise. Donc le lundi suivant, il y avait tellement de changements à faire que j'ai considéré que il fallait que je reprenne les opérations parce qu'il avait plus l'engagement pour diriger l'entreprise dans une période aussi difficile. Et donc le 15 mars 2020, j'ai dit le 1er juillet, faut qu'on soit à l'équilibre. Donc on a déménagé, on a totalement transformé l'entreprise, on était totalement en télétravail. Et finalement, on a été à l'équilibre au 3e trimestre, au 4e trimestre et au 2e semestre de l'année, sur la totalité de l'année aussi. D'accord. Donc on a fait un travail incroyable. Après, on a eu le 2e confinement, la pub qui a baissé encore en 2021, donc ça a été compliqué. Mais cette année, pour les 70 ans, le 2e semestre sera positif et maintenant, nous pensons que l'année prochaine, l'intégralité de l'exercice sera positif et que nous serons sortis d'affaires concernant la situation financière. Ce serait top. Et c'est un peu le sens, je crois, du recrutement de Diane Lemoine. Hein. C'est un peu consolider justement la croissance, la rentabilité. C'est une nouvelle période qui s'ouvre.
Pour réussir, quelle que soit la taille de l'entreprise, faut les meilleurs. Donc pour diriger la rédaction, c'est Eric Scholl, qui m'avait contacté de lui-même alors qu'il était le patron de Courrier International pour venir diriger l'Express. On s'est bien entendu, le projet autour du modèle de The Economist lui convenait parfaitement. Moi, j'aimais bien l'idée qu'il ait envie de venir travailler chez nous. C'est toujours mieux fort, c'est un signal fort. D'avoir quelqu'un qui partage la vision, qui croit dans le projet, que de convaincre quelqu'un qui est en place et qui va avoir des motivations, soit financières, soit parce qu'il n'est pas heureux là où il est. Là, c'est quelqu'un qui était très content là où il était, mais qui avait envie de venir. Très bien. Et puis Diane Lemoine, elle venait du Monde, où elle a dirigé le marketing du Monde, des abonnements à un moment. Donc, elle avait l'expérience dans l'entreprise française qui était sans doute la plus performante en matière de traitement d'abonnements. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont les deux dirigeants qui sont à mes côtés. Et on forme un trio, je crois, efficace, qui va nous permettre effectivement de fêter les 70 ans relativement serein et très confiant dans l'avenir. Ça, c'est plutôt bien. Alors, 70 ans, je crois donc c'est l'Express, c'est le plus ancien des newsmag, hein, c'est ça? Oui, c'est le premier des news magazines. Le premier. Il a été créé par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud en 1953. Donc, le vrai anniversaire, c'était au mois de mai, mais on voulait vraiment être prêt. Donc, on a fixé la date de l'anniversaire le 18 octobre. C'est vrai que Le Point a été créé par une équipe dissidente de l'Express à un moment où Jean-Jacques Servan-Schreiber confondait sa position de dirigeant de l'Express et d'homme politique, puisqu'il est devenu député, ministre, pas longtemps, mais il a été ministre une semaine du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing en mai 81. Et donc, il utilisait de plus en plus le journal pour ses objectifs politiques. Ça devient compliqué. Clashé. Ouais. Et donc, il y a une partie de la rédaction qui est partie, qui a créé Le Point. Jean Daniel, qui a créé le Nouvel Observateur, avait travaillé aussi à l'Express. Donc c'est vrai que beaucoup de grands journalistes français, encore aujourd'hui, sont des anciens de l'Express. Je pense à Catherine Ney notamment, qui a voulu être journaliste pour venir travailler à l'Express avec François Giroud. Donc c'est cet héritage dont vous parliez, c'est vraiment c'est assez important de. Je pense à Michel Cotta, qui a été aussi un des piliers de l'Express, qui a travaillé longtemps à TF1, qui a dirigé la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Donc on a beaucoup de journalistes aujourd'hui encore qui sont des anciens de l'Express. Je pense aussi à des signatures historiques, Camus, Jean-François Revel, qui ont été des personnes extrêmement importantes pour dans la vie d'Express. Et aujourd'hui encore, vous arrivez à... C'est une belle marque pour les jeunes journalistes. Vous travaillez à l'Express, on sait que... Alors, je sais pas à quel point vous recrutez des journalistes, j'imagine qu'il y a toujours des postes ouverts, parce que malgré tout, vous êtes une rédaction de 70 journalistes? 70 journalistes, plus tous les pigistes qui contribuent régulièrement au contenu du journal. Donc on a 70 journalistes salariés et puis des dizaines de pigistes qui interviennent régulièrement. On a beaucoup renouvelé la rédaction, beaucoup rajeuni et monté le niveau de l'équipe rédactionnelle. D'accord, par des formations, par des recrutements, de journalistes qui avaient une expérience plus importante, une formation exigeante et qui sont très bons. Voilà. Bon, j'en doute pas une seconde. Deux choses sur la diversification, parce que bon là on a compris l'accent, il est quand même mis sur la prise des abonnements. Je crois. Vous êtes à combien d'abonnés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 100 000 abonnés. Quand vous dites abonnés, c'est abonnés papier digital, 25 000 digital, 75 000 papier. D'accord. Au début, quand je suis arrivé, je me suis dit on va passer à 200 000 abonnés, en me disant l'équipe précédente, ils étaient pas très bons. Moi, je vais recruter des bons. Et en plus, on va travailler plus, donc on va recruter 200 000 abonnés. J'ai un peu évolué. La première étape, c'est de rester à 100 000, de remplacer le papier petit à petit par du digital. Ça ne veut pas dire que le papier disparaîtra, mais peut-être qu'au lieu de faire 25 000 numériques et 75 000 papiers, demain, ça sera 25 000 papiers et 75 000 numériques. Donc l'idée, c'est plutôt de réussir cette transformation et d'augmenter les prix, de passer par une stratégie de valeur. Parce que qui ne n'est pas que pour couvrir la hausse du papier ou quoi que ce soit, c'est plus la valeur du contenu. Oui, il y a une stratégie. Financer un contenu de qualité et on se rend compte que les gens sont prêts à payer le juste prix pour avoir un contenu de qualité. Donc notre stratégie, c'est effectivement une stratégie d'augmentation de la valeur
plutôt que les volumes. Je regardais l'autre jour une étude très intéressante qui montrait toutes les grandes marques dans le monde d'information qui ont recours à l'abonnement. Donc le numéro 1, c'est évidemment New York Times. c'est New York Times avec ses millions d'abonnés. Mais je crois que le 5e, c'était The Athletic, qui était racheté par New York Times. C'est 1 million d'abonnés. Mais vous voyez, Le Monde devait être 12e marque mondiale avec ses 400 000 abonnés. Et Le Figaro, pour lequel il donnait 150 000 abonnés, je crois moins de 200 000, ils étaient peut-être déjà 25 ou 30e, mais il y avait 2 Français. Et donc, avec 100 000 abonnés numériques, vous êtes presque dans le top quasiment 50, dans le top 50 mondial. Donc, c'est un tout petit monde. Ouais. Donc, ça va être très compliqué. Mais ce que vous voulez dire, c'est que ça va être c'est peut-être pas possible d'être à 200 000 ou alors pas avant je sais pas combien de temps. C'est ça en fait l'idée, c'est que on peut pas grandir. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était réaliste de dire on va rester à 100 000, mais par contre on va augmenter les prix. Oui. On a validé cette stratégie dans le print puisque on est passé de 4,90 à 6,90 et sur l'abonnement numérique on va passer de 9,90 à 14,90. Et puis moi je voudrais monter à 25 €, mais ça va se faire en plusieurs années. Et en convainquant nos abonnés que c'est totalement légitime. Alors, on verra si on va à 25 ou à 20. Oui. L'enjeu, c'est pas d'avoir les marges du secteur du luxe. Moi, je considère que notre journal, c'est de la haute couture. Donc, il faut qu'on dégage une marge qui nous permette de continuer d'investir. Mais surtout, pour anticiper peut-être votre prochaine question, c'est d'avoir un plan de développement, de diversification avec la marque autour du journal pour avoir des activités plus rentables. C'est d'ailleurs ce qui a toujours fait l'économie des entreprises de presse. Il y a 20 ans, dans l'Express, il y avait un cahier de 60 pages d'offres d'emploi pour les cadres. Le Figaro, c'était 150 millions de francs de petites annonces par an. C'est-à-dire 150 millions de francs de recettes avec 0 charge, puisque donc sans les petites annonces, déjà à l'époque, la presse n'aurait pas été rentable. Donc il faut trouver de nouvelles activités, et c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui. Vous aviez lancé un portail de la franchise, vous avez racheté une start-up, je crois, là-dessus. Je sais pas si vous pouvez en dire. Oui. Alors, c'est un exemple. En fait, la vision, après avoir regardé beaucoup d'entreprises d'acquisition possibles dans l'événementiel. Qui est souvent une piste naturelle dans pour les feuilles, dans les lettres d'information spécialisées. Finalement, le créneau que j'ai choisi, c'est celui de l'exposition virtuelle, des salons virtuels. Donc, on a rencontré une entreprise, ça qui m'y a fait penser, qui avait lancé une plateforme pour mettre en relation des franchiseurs et des candidats à la franchise. Et la plateforme s'appelait What's the Franchise. On l'a racheté très tôt dans son développement pour gagner du temps finalement. Et moi je me suis dit mais non, on va pas se limiter à la franchise qui est pas une thématique 100% légitime pour l'Express, quoique parce que ça fait longtemps qu'on a un hors-série franchise. Conversion de cadre. On a un hors-série franchise depuis longtemps. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils étaient venus nous voir. Mais après on s'est dit mais quelle autre plateforme on peut lancer pour mettre en contact des entreprises avec leurs partenaires futurs. Donc, on a choisi à cette date l'éducation, on a choisi la gestion patrimoniale, on réfléchit au tourisme. Et donc, ce sont des plateformes qui peuvent être assimilées à des salons virtuels, des expositions virtuelles. On a trouvé des modèles des gens. On a trouvé des modèles dans le monde qui montrent que ça existe, que c'est rentable. Et donc, autour de l'Express, on lancera le salon de la franchise, elle existe. Donc, l'Express franchise, ça existe depuis 9 mois. On est en train de valider toutes les étapes de notre modèle, parce qu'il y a beaucoup de synergie avec le journal, un cahier tous les trimestres, des conférences physiques qui sont aussi en visio sur la plateforme, une soirée anniversaire ou trophée tous les ans, où on célèbre les gens de la verticale, du monde de la franchise. Tout ça, on l'a validé cette année. Ça a très bien marché. On sort le cahier franchise dans l'Express à la fin du mois. Toutes les pages de pub ont été vendues. Donc, la semaine prochaine, on a un petit séminaire pour valider que l'Express franchise est dans ses objectifs. Et l'idée, c'est de se dire, OK, on lance la prochaine étape et l'année prochaine, on lance d'autres verticales. 3 verticales de plus. Avec ce dispositif-là. Voilà. Et avec une logique de contenu, comme dans un salon, des conférences, de l'information,
des échanges. Et donc, un salon virtuel, c'est comme un site d'information numérique par rapport au papier. Le salon physique, c'est le papier. Le numérique, c'est le site d'information, c'est la même chose, le salon. Voilà, la parallèle a vraiment du sens. Mais là, on n'investit pas dans le papier, je veux dire, on n'investit pas dans les salons physiques, on va que dans le digital. Moi, je voulais une activité digitale pour le développement de l'Express. En plus, on la comprend bien parce que c'est une activité de contenu. Un salon, on réunit les acteurs d'un secteur, leurs clients, et ils viennent prendre de l'information, ils viennent assister à des conférences. Donc, on est dans une logique qui est proche de notre métier, que je comprends parfaitement, alors que les plateformes très technologiques, pour les gens de contenu, c'est plus compliqué, même si la technologie a son rôle aussi dans notre modèle. Et donc, je suis assez confiant pour avoir un développement qui, dans 5 ans, devrait représenter la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. D'accord. Et le choix de ces verticales se fait selon votre intuition d'entrepreneur? Vous parlez avec vos lecteurs? D'abord, c'est pas tout seul, c'est avec mon équipe, l'équipe de l'Express Franchise, qui est à Lyon, parce que l'entreprise qu'on a rachetée est à Lyon. Donc Nicolas et Arthur, Nicolas Guillemot, Arthur de Choulot, et puis avec Diane Lemoine et Eric Scholl à Paris, on va prendre des verticales qui sont légitimes par rapport à l'audience de l'Express. En fait, c'est les mêmes règles qu'auparavant. Le média, il amène une très grosse communauté, 1 400 000 personnes lisent l'Express papier chaque semaine, 7 millions de Français lisent l'Express en digital ou en papier chaque mois. Et donc, cette communauté, on la rapproche de nos plateformes éditoriales, on amène du volume, des contacts, comme les petites annonces avant. Les offres d'emploi, elles étaient dans l'Express parce que nos lecteurs étaient des cadres. Donc, c'est la même chose, c'est la même logique, et donc c'est pour ça que je suis très à l'aise avec ce projet. Et c'est quoi les prochaines verticales? Eh bien, l'éducation, le patrimoine, l'emploi. L'emploi, j'ai trouvé un site aux États-Unis qui s'appelle The Muse, qui est une forme de salon de l'emploi où les entreprises se présentent pour chercher un boulot. Vous avez envie de changer, vous allez sur The Muse, vous choisissez un secteur qui vous plaît. Vous avez plein d'entreprises qui se présentent, qui vous montrent comment ça se passe chez eux, avec des images, du texte. Un peu comme Welcome to the Jungle. Qui s'est inspiré de The Muse, sans doute. D'ailleurs, belle réussite. The Muse, c'est un groupe. Ouais. Et Welcome to the Jungle, c'est le titre d'une chanson, donc l'affiliation, elle est assez évidente. Donc ils ont eu cette vision que cette idée était bonne. Et d'ailleurs, ils sont venus sur le média, Welcome to the Jungle. Exactement. Et donc, dans l'emploi, on a une légitimité parce qu'il y a 20 ans, on avait un cahier où il y avait à la fois des annonces et à la fois du contenu éditorial sur l'actualité de l'emploi. Donc, autant on n'irait pas vers un site de petites annonces parce que c'est trop tard, le marché est saturé. Autant quelques acteurs. on est très à l'aise. Donc, c'est une verticale qui est sans doute la plus importante de toutes celles auxquelles on pense. D'accord. Bon, on suivra ça attentivement, le lancement de cette verticale. On parle souvent aussi de content to commerce. C'est un peu une notion qui est tendance dans les médias, essayer de faire du e-commerce parce qu'on a justement ce trafic dont vous parliez. C'est quelque chose dans lequel vous croyez, que vous essayez? Moi, je pense qu'on doit avoir un rôle indirect. Je pense que justement, notre plateforme thématique, prenons la plateforme à laquelle on pense patrimoniale. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que j'ai de l'argent à placer, je vais sur l'Express Patrimoine, j'ai plein de marques qui se présentent, j'ai du contenu éditorial, des conseils, etc. Et donc, on va mettre en contact notre audience avec les entreprises du secteur, et c'est eux qui feront le business. Ouais, c'est pas de la génération de lead. Non, parce que si, on va envoyer du lead, mais par contre, on fera pas la transaction, parce que à ce stade, je considère qu'on n'a pas le savoir-faire et que les acteurs qui sont en face la maîtrisent ce savoir-faire parfaitement. Ouais. Donc, on va pas à aucun moment être un concurrent de près ou de loin d'Amazon ou d'autres acteurs du e-commerce. Non, après ça pourrait être vendre des masterclass, des petites formations, du coaching, etc. Il peut y avoir des sujets. Oui, pourquoi pas, on y a pensé. Mais les masterclass, elles seront sur nos plateformes thématiques, donc elles seront plutôt gratuites. Notre modèle économique, c'est plutôt que les exposants qui seront sur nos plateformes payent un loyer mensuel.
pour être présent et mis en avant. J'aime bien cette logique du loyer là aussi. Pour des exposants. Un peu, l'avantage d'un salon numérique par rapport à un salon physique, c'est que c'est toute l'année. Il n'y a pas besoin de venir à Paris pour visiter le salon. Ouais. Si vous voulez un rendez-vous avec un exposant, vous l'avez dans l'heure en visio, si l'entreprise est réactive. Donc il y a beaucoup d'avantages. Vous avez des conférences de la même façon, puis avec le métaverse qui va se développer. Je vais vous dire, ça fait penser un peu métaverse. Mais bien sûr, on y travaille. Moi, j'ai pas encore commandé mon masque Apple parce que c'est pas possible, mais je peux vous dire que dès que ça va sortir, vous donne des idées. Il y en aura 3 ou 4 au bureau. Comme je me souviens quand j'étais à la tribune, quand la tablette est sortie, j'en ai reçu 3 tout de suite. J'avais envoyé quelqu'un en chercher aux États-Unis et on les a eu tout de suite parce que j'avais bien la conviction que ça allait changer l'avenir de la presse écrite. C'est clair. En parlant de développement techno, l'IA générative, ça vous inspire quoi? Est-ce que vous en parlez à l'Express? Alors c'est pas une verticale, on n'est plus dans la monétisation, mais on en parle quand même beaucoup dans les médias en ce moment avec le lancement évidemment l'année dernière de ChatGPT. C'est vous, entrepreneurs et médias, vous voyez ça comme une opportunité, des menaces? Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, par tempérament, on est optimiste, donc on pense que c'est un progrès. Après, comme toujours, dans la technologie, dans le progrès, il y a des risques et des opportunités. Donc, on regarde les opportunités, on regarde les risques aussi. Donc, pour avoir déjà fait en interne 1 ou 2 réunions sur le sujet, on s'est dit, il faut surtout pas utiliser l'intelligence artificielle pour faire des papiers, nous. Parce que sinon... Ça va à l'inverse de tout ce que vous mettez effectivement en avant, un contenu exclusif et unique. Il faut que ça soit... pas que les journalistes aillent chercher sur ChatGPT le contenu de leur article. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, les gens, ils se feront eux-mêmes les papiers. Exactement. Ensuite, il faut pas permettre non plus à l'intelligence artificielle de venir prendre nos articles, de les réécrire comme si de rien n'était et de proposer le même contenu avec la même qualité, voire mieux, mais en ayant aspiré nos informations et en réécrivant, ce que l'intelligence artificielle peut faire aussi. D'ailleurs, est-ce que vos contenus sont sur ChatGPT? Est-ce qu'il y a le grand, pas jeu, mais en ce moment, le momentum où les médias se positionnent pour ou contre laisser les robots de ChatGPT? Je pense que ça, certains disent oui, certains chez nous, disent ça non. sera non. Et ChatGPT viendra pas pomper notre contenu. Bon, par contre, pour les journalistes, pour la documentation, vous voyez, avant, dans tous les grands journaux, il y avait un service de documentation important. Vous vouliez écrire un papier, vous demandiez au service de documentation. 48 heures après, il y avait une personne qui venait avec une petite voiture qu'elle poussait avec tous les articles de presse. Bon, maintenant, en un quart d'heure, tout sera réglé. Le journaliste aura tout, il gagnera un temps dingue. Et puis, l'autre jour, dans le cadre du développement de notre projet de plateforme thématique, on avait un séminaire chez nous, puisque dans l'immeuble où se trouve l'Express, on a une très belle salle de conférence de 250 places et on avait une conférence sur la franchise, puisque maintenant, on en organise régulièrement. C'était consacré à franchise et intelligence artificielle. J'étais venu pour saluer tout le monde le matin et rester 10 minutes. Finalement, je suis resté toute la matinée. C'était passionnant. Passionnant. Donc, on voit que dans tous les secteurs, ça va encore tout changer. À chaque fois, on croit qu'on a tout compris. Puis, il y a une nouvelle innovation qui arrive, qui rabat totalement les cartes. Et là, en 2 heures, on avait choisi une nouvelle franchise dans laquelle on pouvait investir. Le logo a été fabriqué, le spot télé a été fabriqué, les collaborateurs ont été recrutés. C'est totalement incroyable et assez enthousiasmant. Alors après, évidemment, il y a toujours des inconvénients, comme avec Twitter, comme avec les réseaux sociaux en général, mais le bilan il est globalement positif. Le progrès, il est d'abord positif. Ouais, c'est clair. Et ces sujets-là, alors c'est un petit pas aparté, mais vous en parlez avec d'autres patrons de presse, par exemple, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un statu quo en France. On attend peut-être que le monde se positionne aux États-Unis. Enfin, certains l'ont fait. TF1, France Télévisions sont contre. Est-ce que vous parlez avec d'autres patrons de presse de ces sujets-là, savoir si vous devez y aller ou pas sur ChatGPT, ou est-ce que c'est très perso? Oui, il faut être ouvert à l'écoute, écouter différents avis. Donc on est membre des différents syndicats professionnels qui concernent la presse magazine ou l'univers du digital avec le geste. Ouais. Donc on y est présent. Diane Lemoine est présent, représente le groupe dans ces instances. Donc on a l'avis de la profession. Pour accorder un peu. Mais a priori, nous sur ChatGPT, je crois que la presse est assez unanime pour dire il faut qu'il y ait un barrage
Je sais pas si c'est unanime. Hein. J'entends quand même des éditeurs qui se disent on verra, il sera toujours le temps de mettre là-haut là à un moment donné, mais on essaie de voir et non, mais c'est ce que j'ai nous dit et des chez nous. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu au lac. Donc moi, je suis toujours pour les expériences. Ouais. Parce que effectivement, c'est des domaines qu'on ne connaît pas très bien. Mais à partir du moment où nous, on va vers la création de valeur, vers du contenu de plus en plus riche, à très forte valeur ajoutée, intuitivement, on se dit que vous avez intérêt à fermer un peu votre. Voilà. Par contre, moi, j'ai jamais eu de problème avec Google. Souvent, la presse s'énerve contre Google. Ah oui, on en a beaucoup parlé. Si les articles sont payants, Google, il n'y a pas accès, ça résout le problème. Et après, Google, on en a besoin aussi pour être référencé, recruter. Pour le trafic. Bien sûr. Donc, il y a aucune raison d'avoir une agressivité comme certains ont pu en avoir vis-à-vis de Google. Moi, quand je dis souvent, j'ai créé mon entreprise. Je crois 2 ans après la création de Google, souvent je dis moi j'aurais bien aimé créer Google, quoi. Donc c'est quand même 2 gars dans un garage comme à chaque fois, et je suis d'abord admiratif de tout ce qu'ils ont fait avant de dire de crier au loup à la mort de la démocratie ou je ne sais quoi. Ouais, non, c'est clair. J'aurais bien aimé aussi créer Google, j'avoue. Si on regarde maintenant un peu pour conclure cet épisode, les perspectives, c'est quoi alors on en a parlé un peu, mais vos priorités d'avenir pour l'Express, si on se projette un peu? Eh bien, c'est d'être à l'équilibre au second semestre, quoi, d'être bénéficiaire, donc ça devrait être bon. On a une bonne visibilité, les 70 ans se passent très bien, ça va être un très bel événement. On va en parler, on peut en parler là, c'est le 18 octobre, voilà, c'est un colloque un peu exceptionnel, on peut s'inscrire... On peut s'inscrire sur notre site. C'est payant, gratuit, c'est pour tout le monde. Toujours dans notre logique de création de valeur, il fallait qu'on envoie un signal. Aujourd'hui, je peux pas encore révéler tout le contenu, le line-up ou tous les parce que il y a des confirmations et puis il y a ça va être du plus haut niveau. C'est un exercice un peu de prospective. Hein. C'est vous avez 70 ans, on se projette dans les 70 ans à venir. Et sur le titre du colloque, c'était bien hier, ça sera mieux demain. On n'est pas du tout des nostalgiques à l'Express. Ouais. Donc on pense que le climat c'est un vrai sujet. Mais qu'en même temps, c'est une verticale très forte. Hein, l'Express, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment mis en avant oui. Climat et transition. Donc, on n'est pas du tout des climato-sceptiques, mais par contre, on pense pas non plus qu'il faut arrêter de prendre l'avion alors qu'il y a des avions qui se préparent, qui sont zéro carbone. Ouais. Avions électriques, le carburant propre. C'est ça la vision qu'il faut avoir, plutôt que, je crois que c'était la maire de Tours qui avait dit il faut plus que les enfants rêvent à l'aviation, c'est fini. Oui, vous n'êtes pas dans ce côté non, un peu... nous on dit il faut faire des avions propres. On va pas arrêter de voyager, ça n'a pas de sens. Il y a un problème, mais on le règle, on se projette, on trouve des solutions plutôt que de se refermer et bien sûr, de décroissance. De toute façon, l'homme a besoin de progrès, de croissance. Après, on peut être raisonnable, bien sûr. Mais voilà, on est optimiste. Donc le titre du colloque, c'était bien hier, ça sera mieux demain. Donc c'est vrai, ça sera très axé sur les sujets de transformation digitale, climat, mais aussi beaucoup sur la démocratie, la géopolitique, l'Europe, qui sont des sujets importants pour l'Express, pour nous. Oui. Donc, ça va être un colloque exceptionnel. Bill Gates nous a accordé une interview il nous dit pourquoi ça sera mieux demain. Donc, ça sera projeté, ça sera en vidéo parce qu'il ne pouvait pas venir à Paris. Mais déjà, chacune de ces interventions, elle vaut son pesant d'or, Bill Gates. Voilà, donc Bill Gates qui explique pourquoi ça sera mieux demain. C'est assez passionnant. Ouais. Il y aura des chefs d'entreprise français du plus haut niveau. Il y aura des premiers ministres européens. Voilà, il y aura beaucoup de personnalités exceptionnelles et intéressantes à entendre. Donc je mettrai le lien vers les inscriptions, la billetterie, donc le 18 octobre prochain pour les 70 ans. Voilà. Dans l'amphithéâtre de la Maison de la Radio, il y a 1200 places. Ce qui est magnifique, donc ça risque d'être très chouette. Une après-midi tout à fait exceptionnelle. Super. Et il y aura un numéro spécial de l'Express qui fera 200 pages sous forme de MOOC. D'accord, donc un bel objet qui sortira aussi à qui va sortir cette semaine-là. Le jeudi qui va suivre le colloque, qui est un mercredi, donc le lendemain. Ce numéro des 70 ans, il est sur la même thématique que le colloque. C'était bien hier, ce sera mieux demain. Avec, c'est vrai, une partie un peu mémorielle autour de l'Express, l'actualité du monde à travers l'histoire de l'Express et des 70 ans du journal, et puis des grands témoignages
notamment de certains de ceux qui seront au colloque, qui pourront aussi être lus dans le journal pour expliquer pourquoi ça sera mieux demain. Et puis le soir, on fêtera entre amis, entre les amis de l'Express, le monde politique est quand même très proche du journal parce que tous les hommes politiques ont rêvé de faire la couverture un jour de l'Express. J'en ai discuté il n'y a pas si longtemps avec François Hollande qui me racontait sa jeunesse, combien l'Express, comme d'autres news magazines, était important pour les hommes politiques. Donc le secteur des hommes politiques sera très important, le monde économique sera aussi présent, et puis le monde culturel, parce que on est très proche de tous ceux qui éditent des livres, essentiellement dans le secteur des essais, des idées, puisque aujourd'hui on parle plus de ce genre de livres que du roman qui nous intéresse tout à fait, mais dont d'autres parlent très bien. Exactement. Je mettrai des liens vers tout ça. La dernière question, Alain, qui est un peu le gimmick de Mediarama. Est-ce que vous avez un truc cool à nous recommander? Un truc cool à vous recommander? Qui vous a attiré l'œil? Ça peut être une expo, un film, un livre, un podcast, ce que vous voulez. Qui ne peut rien avoir avec les médias ou l'Express. Je vous laisse totalement libre sur le sujet. Écoutez, moi j'écoute beaucoup de livres. Ouais. J'en lis aussi beaucoup sur mon smartphone parce que je lis souvent tôt le matin. Donc pour pas réveiller mon épouse, je lis sur mon smartphone. Mais j'écoute aussi beaucoup de livres. Là, je viens de terminer les mémoires d'Anne Sinclair. C'était amusant parce qu'elle raconte sa vie professionnelle dans les médias. Mais celui qu'il faut pas louper, c'est la biographie d'Elon Musk en audio, qui est très riche d'enseignements sur sa prise de risque, comment il a tout réinvesti, ce qu'il avait gagné dans PayPal, dans SpaceX. Ouais. Donc il avait gagné 200 millions, ce qui est évidemment beaucoup, mais pour créer le concurrent de la NASA, c'est pas rien. Grand-chose. Et donc il y a des ordres de grandeur à avoir un peu en tête. Et puis comment ils expliquent dans le livre que il maîtrisait tout de la fusée, du haut en bas, toutes les pièces. Quand un ingénieur lui dit mais cette pièce, cette carte pour le GPS de la fusée, ça coûte 500 000 euros sur le marché. Et Elon Musk leur dit je veux pas que ça coûte plus de 50 000 euros. Et les gars, ils arrivent, ils travaillent parce qu'il comprend tout, il maîtrise tout. Hein, d'ailleurs. Mais c'est une grande. Ouais. Mais on dit souvent on raconte souvent l'anecdote du fait qu'il dormait dans l'usine Tesla quand il y avait des difficultés. Donc, je sais pas si c'est cool, mais c'est passionnant cette biographie sonore d'Elon Musk. Et le livre peut être lu aussi. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est bien les livres audio aussi. Ça correspond aussi à d'autres moments quand on court, quand on est en déplacement, en voiture. Bon, parce qu'il y a des livres audio qui sont très décevants. Il me semble que c'est vous qui aviez recommandé dans l'épisode de Mathieu la biographie de Sarkozy lue par Sarkozy. Il me semble. J'osais pas en parler, mais pas que j'allais. Ça, c'est un must parce que c'est plus vrai que nature. Ouais, voilà. En termes d'aventure, livre, et c'est plus vrai que nature. Donc on sourit en l'écoutant, et en même temps, c'est très intéressant aussi. Le dernier livre de Nicolas Sarkozy n'est pas encore en audiobook, mais comme il a fait tous ses précédents livres en audio. Ça va pas tarder. D'accord. Je mettrai le lien vers celui d'Elon Musk, qui est le premier que vous m'avez cité. Alain, est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez voulu aborder? On a fait un peu le tour. On a parlé des 70 ans. Je mettrai le lien vers tout ça. Merci de votre temps. Je vous en prie. C'était un vrai plaisir. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.